Merci. Merci. Monsieur Weber. Oui, le rapport de notre camarade Bert Lange est très riche, très dense. Nous allons l'enrichir encore avec nos amendements. Je ne veux pas rentrer dans le détail. J'ai goûté en particulier ce qu'il dit sur la nécessité d'une politique européenne industrielle intégrée, également sur la nécessité d'inclure un volet social et environnemental dans les accords de libre-échange, dans les traités commerciaux, c'est très important. Également l'insistance qu'il porte sur la question des ressources, c'est également important et assez neuf dans nos discours. Je voudrais me borner ici à 3 ou 4 remarques qui me semblent être, pour certaines en tous les cas, manquées et appeler des amendements. La première, c'est que je ne crois pas qu'on peut s'exonérer dans un rapport sur la politique industrielle de la question du financement. On ne peut pas. C'est le critère de crédibilité. L'argent est le nerf de la guerre, disait je ne sais quel philosophe, attribuons-le à Machiavel, mais c'est aussi le nerf de la guerre économique. En tous les cas, c'est le nerf du redéploiement de l'industrie. Bon. Et alors, nous sommes en pleine discussion budgétaire en ce moment. Vous avez bien vu que le Conseil européen est pour réduire le budget européen dans la perspective 2013, bien, et que ce n'est pas du côté du budget européen que nous trouverons les financements. Alors, il se trouve que le président de notre commission, José Manuel Barroso, dans son discours sur l'état de l'Union, préconise des sources qui sont la capacité reconnue à l'Union européenne d'émettre des obligations, des eurobonds, pour financer les grands travaux d'infrastructure et les programmes d'investissement. Il a fait également allusion à la taxe sur les transactions financières. Bon, il ne s'agit pas d'un affreux gauchiste, ce n'est pas le président d'Attaque. Il s'agit du président de la Commission européenne. Moi, je propose que nous le prenions au mot. En effet, l'Union européenne a des capacités d'endettement, et en effet, si on veut prendre au sérieux ce que nous propose ce rapport de Bert Lange, eh bien, il faut mettre en face les financements. Ou sinon, ça va être comme pour la stratégie de Lisbonne, une série d'excellentes intentions, mais qui resteront lettres mortes. Bon, évidemment, on peut s'en remettre aux États membres. Bon, mais les États membres, vous savez comme moi, qu'ils sont engagés dans un concours de beauté à qui sera le plus rigoureux, à qui sera le plus austère, à qui fera le plus de coupes dans ces budgets. Donc là, de ce côté-là aussi, on peut espérer un peu de responsabilité, mais on ne peut pas se faire trop d'illusions. Donc la question du financement, c'est la clé de vérité de tout ça. Si elle est abordée, si les directions sont données, eh bien, on peut prendre tout cela au sérieux. Si ça ne s'y trouve pas, si on considère que c'est un autre problème, que c'est indépendant, que ça ne fait pas partie des préoccupations de notre commission du rapport, eh bien, on aura là un plan qui peut être très bien, mais dont les chances de réalisation ne sont pas considérables. Maintenant, deuxième élément, et ça, c'est un plus qu'apporte ce rapport, évidemment, c'est tout ce qui concerne dans la coordination, la coopération des politiques industrielles des États membres et dans ce que notre rapporteur a appelé une politique intégrée industrielle. Il faut éviter les doublons en Europe, les duplications. Si l'Allemagne, l'Italie, la France s'étaient associés pour concevoir et pour produire une voiture propre, hybride et électrique, elle serait déjà sur le marché. Il faut en effet faire dans ces industries du futur ce que nous avons été capables de faire dans l'aéronautique, dans l'espace, c'est-à-dire non pas entrer en compétition, mais véritablement promouvoir la coopération.
quand on a peu de moyens, il ne faut pas les disperser, il faut les rassembler. Troisième élément, et là aussi, c'est un point qui pose de sérieux problèmes, le succès d'une politique industrielle européenne dépend aussi de la politique monétaire, d'une politique monétaire appropriée et d'une politique de la concurrence moins dogmatique que celle que pratique la Commission et la direction de la concurrence. Politique monétaire appropriée, évidemment, si on retourne vers un euro surévalué, confronté à un yuan sous-évalué et à un dollar qui peut l'être aussi à terme, eh bien, tous les efforts que nous pouvons faire seront ruinés par cette compétition monétaire déloyale. Donc, il est indispensable, à mon sens, que, de la même manière que les États-Unis, le Japon et la Chine ont une politique monétaire, ont une politique d'échange, l'Union européenne doit avoir une politique d'échange. Elle ne peut pas être le seul acteur économique au monde qui n'en est pas. Et de la même manière, s'agissant, ça a été dit, mais je le répète, c'est très important, la Commission, si on décide que la politique industrielle est une priorité, et il faut le décider, parce que là aussi on pourrait peut-être l'inscrire dans le texte, il faut signaler que la base industrielle de l'Europe est menacée. Nous perdons des parts de marché et nous reculons sur le plan industriel, à l'exception de l'industrieuse Allemagne, mais c'est une exception en Europe. Donc il faut décréter que la réindustrialisation doit être une priorité de l'Union européenne, ce qui implique qu'une politique volontariste pour favoriser l'émergence de champions nationaux doit être également une priorité. La Commission s'est fait condamner 3 fois pour avoir mis en échec des fusions et des rapprochements entre les entreprises européennes. Je ne vais pas vous faire la liste. Et ce n'est pas de cette manière qu'on facilitera l'affirmation de champions européens qui seront des champions mondiaux. Parce qu'on ne peut pas être un champion mondial venant d'Europe si on n'est pas aussi d'abord un champion européen. Dernier point, s'agissant des problèmes de concurrence déloyale. Alors, dans son intervention, Bernd Lange a parlé, en effet, de ce qu'il advient dans les technologies vertes. Et en effet, la Chine a décidé d'être le premier producteur mondial dans ce secteur comme dans tous les autres. Parce que les Chinois n'ont pas lu de près Ricardo, et la théorie des avantages comparatifs et des spécialisations, ils l'ignorent. Ils veulent être premiers dans tous les secteurs. Et ils en ont les moyens à terme. Mais ce qu'ils font dans les économies vertes, c'est que leur massif plan d'investissement, de relance, un plan de 580 milliards de dollars, qui est un plan absolument massif, 38% de ce plan sont investis dans les industries du futur et d'abord dans les technologies vertes. Et dans les technologies vertes, les Chinois pratiquent toutes les formes de dumping sans exception, y compris le dumping financier, c'est-à-dire que les banques d'État donnent aux entreprises publiques d'État tout le capital nécessaire à taux zéro. Les municipalités remboursent les intérêts, elles donnent les terrains et, évidemment, ils sont devenus les premiers mondiaux dans la production du voltaïque, dans la production des éoliennes et ils inondent nos marchés de ces produits. Alors la question que je pose au rapporteur, c'est qu'est-ce que nous faisons dans ces circonstances ? Il s'agit d'industries du futur qui sont massivement subventionnées par tous les moyens. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous restons les bras ballants ou nous en appelons à l'OMC, nous faisons jouer les clauses de sauvegarde, d'anti-dumping ou d'anti-subvention, mais il faut que dans le rapport, il soit dit, moi je suis tout à fait hostile au protectionnisme, mais je suis pour se protéger comme les autres se protègent. Les Américains qui sont très libre-échangistes, ils savent se protéger. Les Japonais aussi. Je ne parle même pas des Chinois qui, eux, sont libre-échangistes pour les autres, mais hyper protectionnistes pour eux-mêmes. Alors, pas de naïveté.
il faut savoir également se protéger. Nous ne le faisons pas assez. Nous considérons que nous devons être exemplaires en espérant que tout le monde va nous suivre dans un libre-échangisme intégral, mais c'est une naïveté. Le capitalisme qui se développe en Chine n'est pas un capitalisme libéral. C'est une naïveté. C'est un capitalisme d'État fondé sur des géants étatiques et qui disposent de capitaux énormes liés à la faiblesse de la consommation. Hein. La consommation en Chine, c'est 35% du produit intérieur brut. En Europe, c'est 65%. Aux États-Unis, c'est 75%. Avec une épargne pareille, on a une force qui implique, et c'est là-dessus que je termine, qu'on change aussi notre droit des OPA. Notre droit sur les OPA, si on ne le change pas, on va s'en mordre les doigts plutôt que